Bonjour à tous, bienvenue à tous pour cette session inaugurale d'un parcours collectif interentreprises que l'on organise à destination d'entreprises transformatrices alimentaires de l'agglomération de Saint-Brieuc, en partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, et donc une conférence inaugurale de ce parcours qui va parler d'une actualité encore toute chaude et qui n'a pas fini de produire ses conséquences, qui est le Covid-19 et son impact sur les pratiques alimentaires et puis sur les circuits de distribution alimentaire. Donc je me présente, je m'appelle Julien, avec ma collègue Claudie, qui peut se montrer à la caméra. Bonjour. On anime et on a conçu ce programme d'accompagnement collectif de producteurs alimentaires sur ces enjeux d'évolution des circuits de distribution alimentaire et puis de relations avec les différents distributeurs alimentaires. On est tous les deux salariés d'une association qui s'appelle Zoopole Développement, qui a une grande diversité de missions, mais notamment la mission d'intérêt général de Technopole, c'est-à-dire d'accompagnement de l'innovation à l'échelle d'un territoire qui correspond à peu près aux 2/3 des Côtes d'Armor. Et avec cette mission, on a vu passer année après année de plus en plus de transformateurs alimentaires dans des environnements aussi divers que les produits laitiers, les algues, les légumes, la viande bien entendu, qui avaient des produits et des modèles économiques innovants. Et c'est ça qui a fait naître les réflexions sur quels sont les bons canaux de distribution, comment avoir des stratégies de distribution qui soient le plus pertinentes possible. Et c'est ainsi qu'on a imaginé un programme d'accompagnement. C'est la présentation de la conférence de Monsieur Berger sur l'impact, sur les impacts, parce qu'il y en a plusieurs, de la Covid des pratiques alimentaires. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à tous. Donc Blaise Berger, je suis consultant au cabinet d'études coopératif Terralim. Et à Terralim, on mène deux activités principales. On accompagne un certain nombre de collectivités pour mettre en place ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, donc notamment Rennes Métropole, Brest Métropole. On a animé sur Saint-Brieuc Agglomération un atelier avec une quarantaine de participants auprès des élus. Et on mène une deuxième activité, c'est une activité d'études et recherche avec des partenaires scientifiques type le CNRS, l'INRA, AgroCampus Ouest. Et donc c'est notamment ce type d'études que je vais vous présenter. On a mené avec un collectif, avec des chercheurs, une enquête qui s'est appelée « Manger au temps du coronavirus », où donc du coup on a pu faire un certain nombre de constats sur l'impact que pouvait avoir la crise qu'on est en train de vivre, qu'on a vécu de façon assez forte, mais qu'on est en train de vivre sur le système alimentaire. J'ai cofondé un système de panier dans le pays briochin qui s'appelle Voisin de panier il y a 15 ans. Du coup, voilà, donc l'enquête Manger au temps du coronavirus. Donc en fait, donc du coup, ce que je vous disais, donc c'est le CNRS et l'INRA donc qui ont participé à cette dynamique-là avec d'autres organisations comme le Grenier d'Abondance, comme les CIVAM de Bretagne aussi, et des experts individuels qui nous ont aidés. Donc pourquoi on a fait ça? En fait, c'est un dispositif qui s'est mis très rapidement. Hein, vous imaginez la soudaineté quand on apprend le 12 mars qu'on rentrait en confinement. Donc on s'est immédiatement, dès le 16 mars, en fait, on a mis en place sur un très court temps, en fait, un dispositif d'observation pour partager et échanger les constats qu'on voyait par rapport aux réactions par rapport au confinement. Avec l'idée que derrière, il faudrait du temps pour tirer un peu toutes les ficelles qu'on pourrait avoir comme enseignement pour justement, par rapport à toutes ces évolutions par rapport aux pratiques alimentaires. Alors, comment ça s'est fait? En fait, on a fait un questionnaire, en fait, et on a recueilli l'expérience des uns et des autres. Donc, on a mobilisé, en fait, presque 800 contributions, donc de la période de mi-mars jusqu'au 10 juin. Et vous le voyez, ces contributions sont au niveau national, hein, notamment donc concentrées dans quelques coins comme Paris, Montpellier, tout l'ouest de la France.
qui est aussi lié au fait que la plupart des partenaires, des membres du collectif, étaient localisés dans des régions, et effectivement, ça a influencé un petit peu la mobilisation de données. Mais ça a été relayé au niveau notamment de la presse, à travers presque 300 articles de presse. Donc il y a eu, par exemple, un numéro spécial ou un dossier spécial au niveau de Télérama. Le Monde a relayé ça également. Et il y a une émission sur France Inter qui a donné la parole à cette enquête. Donc concrètement, qu'est-ce qui a été produit, ou est-ce que vous pouvez, si vous le souhaitez, approfondir les différentes données qui ont été partagées. Donc on a pu avoir 6 bulletins de ce qu'on a appelé les bulletins de partage. Donc c'est au fil de l'eau, en fait, on a essayé de rendre compte des témoignages, de les capitaliser, de les synthétiser, de toutes les contributions qui nous arrivaient. Et donc ces 800 contributions ont permis de, tous les 15 jours, éditer ce qu'on a appelé un bulletin de partage. On a fait également des vidéos, donc 5 vidéos, qui permettent de donner un petit peu des appréciations globales. Et enfin, on a édité un livre en novembre dernier qui s'appelle « Manger autant du coronavirus » aux éditions Algoué. Donc vous pouvez avoir tous ces éléments, sauf le livre évidemment, hein, le livre ça s'achète, c'est un bon livraire qui sont encore ouverts, mais du coup sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Donc quels sont les premiers résultats? Donc on a bien conscience qu'on est au début d'un grand chantier en fait, hein, cette crise, comme tout le monde en fait, hein, en tant qu'observateur attentif depuis 15 ans du système alimentaire, des systèmes alimentaires territorialisés, on a été tous surpris, mais du coup on a conscience qu'on est au début d'une grande observation, et donc du coup là vraiment on vous livre les premiers résultats. Donc il y a plusieurs grands enseignements. Un des premiers grands enseignements, c'est que vraiment l'alimentation a été perçue comme quelque chose de très important, alors que c'était plutôt mis ou pris par les uns et les autres comme un épiphénomène ou quelque chose de secondaire. Là, on a vraiment, ça a été la préoccupation de beaucoup de personnes, des foyers, des élus, des industriels, de tout le monde en fait, à considérer l'alimentation comme une préoccupation majeure. Et donc, vraiment, c'était l'idée de pouvoir avoir une sécurité d'approvisionnement, de pouvoir aussi faire face à des inégalités qui pouvaient se faire front. Voilà, on a été vraiment, l'alimentation a été au cœur des discussions et au cœur des préoccupations. Un deuxième élément, c'est de grands enseignements qui apparaît, c'est la capacité des circuits alimentaires territoriaux à affronter cette crise et à faire face à une demande vraiment qui a explosé. Puisque la plupart des foyers, la plupart des foyers, en fait, ont une demande qui ont explosé, enfin, vous l'avez tous vécu dans ce premier confinement, avec voilà, des repas 2 fois par jour, enfin bon, et le foyer qui était au complet, et donc du coup beaucoup de demandes. Et les circuits courts, étonnamment, les circuits alimentaires territoriaux, ont permis de répondre à cette demande qui explosait. Ensuite, un troisième enseignement important, c'est que les collectivités locales, donc notamment les communes, ont été vraiment en première ligne. En fait, c'est vraiment elles qui ont permis d'arrondir les angles par rapport à cette situation très inédite. Et donc, les élus, notamment, ont par exemple porté des repas aux personnes vulnérables. Donc, elles ont, comme on peut dire, les élus ont mouillé la chemise, hein, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux ont mouillé la chemise pour faire en sorte que
l'alimentation soit livrée à ces personnes-là. Alors, la grande question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas une crise parmi d'autres? Est-ce que, en fait, cette crise va pas annoncer l'avènement ou doit pas amorcer une réflexion sur d'autres crises potentielles? On peut penser à des crises climatiques, par exemple, ou à des crises sociales, ou à d'autres crises. Et est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à la question et aux actions par rapport à ce qu'on appelle la résilience alimentaire? Du coup, pour synthétiser les grands enseignements, c'est que on a vraiment eu un effet révélateur et accélérateur. Cette crise a vraiment eu, par rapport à tout ce qu'on pouvait vivre, un effet révélateur et accélérateur. Donc du côté des mangeurs un petit peu, puisque la question c'est est-ce que ça a fait évoluer les pratiques alimentaires des uns et des autres. Alors les impacts qu'on peut voir sur les pratiques alimentaires, c'est alors beaucoup sur la question des budgets des ménages, hein, puisque il y a des budgets du coup, par exemple des familles dont les enfants mangeaient tous les jours à l'école, et donc ils sont retrouvés de façon un peu démunis en fait face à un budget alimentaire qui a considérablement augmenté. Il y a un autre élément important qui est apparu, c'est sur le fait que le temps étant retrouvé, en fait, on a eu beaucoup de temps en fait pendant cette période-là de premier confinement. On a pu expérimenter en fait, on a pu par exemple réaliser son pain. On a pu faire des pâtisseries. On a pu réduire sa consommation de viande, par exemple, expérimenter des recettes végétariennes ou autres. Donc, on a pu aussi réinventer des relations sociales. On a pu, parce qu'on a partagé avec son voisin, on a eu des échanges, voilà, pour s'alimenter, pour faire des courses, pour aussi la petite mamie qui n'avait pas les moyens de faire les courses ou avec des difficultés de sortir, on a pu faire les courses pour elle. Voilà. Donc il y a eu tout un élément qui a été expérimenté, qui a mis en œuvre de nouvelles pratiques. Seulement, est-ce que ça va perdurer, etc. La question, c'est que, en fait, l'hypothèse, c'est que ça ne va pas se traduire immédiatement dans les habitudes, mais que quand même, ça a fait évoluer les conceptions. On n'en place plus l'alimentation sur le même plan qu'avant, et ça a permis d'expérimenter les pratiques. Après, est-ce que ça va se mettre en place dans les habitudes? Ça, c'est peut-être un peu moins sûr. Ou du moins, on ne peut pas l'observer de façon immédiate. Ça s'observera sur le temps. Donc ensuite, un autre enseignement du côté des mangeurs, c'est que en fait, on a vraiment une polarisation de la consommation. D'un côté, on a sur le régime alimentaire et sur les habitudes, en fait, la crise, en fait, a vraiment été vécue soit comme une contrainte. Du coup, vraiment, on a été très contraint par le fait de prendre 2 repas par jour au foyer, le fait d'avoir beaucoup de temps à consacrer à ça. Enfin, ça a été vécu comme une contrainte, ou alors comme un effet stimulant pour faire d'autres démarches et d'autres expérimentations. Par exemple, certains ont expérimenté la végétalisation des repas. Ils se posaient la question de réduire leur part de viande, par exemple, ou alors ils sont passés à 4 repas par jour, certains. Donc vraiment, ça a été un effet stimulant. Un autre élément qui est apparu de façon très, très forte, c'est sur la polarisation par rapport au lieu d'approvisionnement. Donc les circuits courts, par exemple, donc tout ce qui est AMAP, tout ce qui est système de panier, etc., a augmenté de façon considérable. Ils ont pratiquement doublé, voire triplé leur débouché.
Les drives aussi on a vu des queues incroyables se faire. Alors là, on prend un exemple d'un système de panier à Saint-Brieuc, enfin dans la région Brie-aux-Chines, donc qui s'appelle Voisin de panier, et qui, vous voyez, pendant, donc c'est un diagramme sur 15 ans de leur évolution du chiffre d'affaires, et vous voyez que sur la période donc 2019-2020, donc qui concerne cette crise sanitaire et économique, on a une augmentation de plus 34% du volume d'activité. Donc peut-être on peut revenir sur d'autres résultats hein, qui sont au-delà de ces caractéristiques importantes. Donc on a eu vraiment la crise du Covid en fait a permis une innovation très importante et une créativité tout azimut, en fait notamment dans le partenariat entre commerce de bouche et fournisseurs. Donc on a vu par exemple des grandes surfaces qui faisaient une place gratuite pour certains producteurs, bon, par exemple. On a vu aussi un grand élément, c'est d'avoir vraiment une solidarité en fait, hein, qui s'est mise en œuvre, que ce soit entre les personnes hein, du coup, qui ont pu se donner la main en fait, hein, pour avoir un approvisionnement envers les personnes âgées, envers différentes personnes, mais aussi par rapport à l'aide alimentaire, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ont eu des grandes baisses de revenus, et donc l'aide alimentaire a pu permettre de subvenir à leurs besoins. Une autre grande série de résultats, en fait, c'est que les chaînes logistiques, en fait, se sont montrées sur l'approvisionnement alimentaire, malgré les tensions très fortes, ont réussi à résister. On peut prendre l'exemple de la farine, où il y a eu une énorme tension en fait sur ce produit-là, mais au final, en fait, la chaîne n'a pas été, même si elle a eu des grandes difficultés, la chaîne a pu s'adapter, a pu essayer de fournir un certain nombre de produits, et donc effectivement, on a la logistique en tant que telle sur les grandes chaînes n'a pas été rompue. Par contre, effectivement, il y a eu des grandes questions sur, notamment le dernier kilomètre, sur comment organiser toute la logistique sur l'approvisionnement de proximité. Ensuite, on a vu aussi que il y avait donc classiquement, on considère la restauration collective comme étant un élément assez important des différentes formes d'approvisionnement de proximité. Et là, en fait, on a vu l'importance vraiment très forte des marchés. Et les marchés ont été très investis par les collectivités. Et au moment de fermer les marchés, donc il a été proposé fin mars, là, le 24 mars, il y a une grosse levée de boucliers pour défendre cette forme qu'on croyait un peu désuète. Et en fait, elle a suscité beaucoup d'énergie en fait pour sauvegarder ces marchés. Un autre élément qui apparaît important, c'est que par rapport à la sécurité sanitaire, il y a eu les décisions ont été beaucoup prises et beaucoup plus efficaces au niveau local que l'encadrement national. En fait, on a vu que il y avait vraiment des aménagements au niveau local, comme l'aménagement des marchés, par exemple, avec des systèmes de queue, avec des systèmes comme avec la distribution de masques ou de produits de gel hydroalcoolique. En fait, l'organisation locale a semblé beaucoup plus efficiente que les directives au niveau national. Et là, encore une fois, on peut prendre l'exemple des marchés, où il y a une décision un peu brutale de fermer les marchés, et avec une levée de bouclier un petit peu des différents maires au niveau local qui ont dit non, on va pouvoir s'arranger, on va pouvoir faire différemment. Et donc, petit à petit, on a réussi à trouver des solutions au niveau local.
Ce qui a frappé aussi, on parlait d'innovation et de créativité, c'est le partenariat qu'il y a pu y avoir entre des artisans, des producteurs, parfois des GMS. Donc du coup, d'un côté, ces partenariats qui ont pu avoir lieu, donc je parlais de GMS en fait qui ont pu offrir des places, par exemple, aux producteurs locaux. Et de l'autre côté, on a pu observer des tensions très fortes en fait. Et par exemple, on a pu voir l'augmentation de prix très forte chez des grossistes, parfois de 20 à 50%. Et ce qui a provoqué en fait des baisses de chiffre d'affaires de la part des uns et des autres, et du coup aussi des ruptures de livraison. Enfin voilà, on a eu un contraste assez fort entre des organisations qui ont pu se faire en partenariat et aussi des tensions très fortes qui ont pu être observées. Ce qu'on a pu observer également, c'est que au niveau du budget alimentaire des ménages, en fait, il y avait une forte, il pouvait y avoir une forte détresse. Hein. Il y a vraiment des ménages en fait qui arrivaient tout juste à joindre les deux bouts en fait, et qui, parce qu'ils ont perdu leurs revenus notamment, ont dû, et que le nombre de repas à la maison augmentait, ils ont dû vraiment, ils ont dû faire appel à l'aide alimentaire, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Et on a vu une forte augmentation de l'aide alimentaire, de l'appel à l'aide alimentaire pendant ces éléments-là. Un autre élément qui apparaît pendant cette période caractéristique là, du premier confinement, c'est l'usage varié du numérique. Les uns et les autres se sont débrouillés, soit avec des SMS, soit avec les réseaux sociaux. Mais on a vu pendant cette période-là des sites augmenter leur fréquentation de 3 à 5. On parle par exemple du site ici même à Brest qui a augmenté sa fréquentation. Normalement, c'était 3000 fréquentations mensuelles. Et là, on est passé plutôt à 9000 fréquentations mensuelles. Donc du coup, on a eu une grosse augmentation de ces différents outils numériques. Ce qui nous a frappé aussi, c'est de voir le rôle des pouvoirs locaux, en fait, et la relation compliquée qu'il pouvait y avoir entre l'État et les services. Ça, c'était un élément qui nous a pas mal frappé, de voir ce rôle un petit peu et ces éléments de divergence qu'il pouvait y avoir, avec aussi des éléments qui pouvaient être, des arrangements qui pouvaient être trouvés, heureusement. Alors, ce qu'on se demande maintenant, c'est la pérennité de tout ça et la capacité, en fait, à poursuivre cet effort extraordinaire. Il y a eu énormément d'énergie qui ont été mis dans ces différents mouvements, en fait. Il y a eu notamment des producteurs, en fait, qui ont dû déployer beaucoup de trésors logistiques. Il y a eu beaucoup de commerçants aussi, beaucoup d'artisans, en fait, qui ont dû vraiment se démener. Et donc, ce qu'on se demande, c'est est-ce que tous ces efforts qui ont été faits pendant une période très dense, très exceptionnelle, quel avenir ça va avoir, quelle pérennité ça va avoir? Alors, du coup, ce que je peux vous donner, c'est quelques éléments, puisque ce que je vous disais en introduction, c'est que on est vraiment, là je vous ai donné des premiers éléments de résultat, mais il nous semble qu'on est vraiment au début de quelque chose, en fait, et qu'on a vu juste la pointe émergée de l'iceberg. Hein. On est vraiment dans une démarche sur le long terme pour pouvoir analyser, en fait, tout ce qui s'est passé pendant cette période et tout ce qui se passe encore actuellement. Et donc, l'idée, c'est d'analyser ça vraiment sur le long terme, et donc sur des processus de recherche-action de 3 ans. Donc, l'idée, c'est dans un premier temps de reprendre un petit peu tout ce qui a été produit à travers ce qu'on a appelé les bulletins de partage, pour pouvoir les analyser plus finement et vraiment tirer consolider les enseignements, les premiers enseignements qu'on a vus. C'est de pouvoir aussi, puisqu'il y a eu plein d'enquêtes, il y a les villes, donc France Urbaine,
Il y a d'autres collectivités qui ont mené des enquêtes, des réseaux de producteurs aussi, comme les réseaux bio ou d'autres, qui ont mené des enquêtes. Donc c'est aussi de croiser les différents résultats des enquêtes pour pouvoir consolider les enseignements. Et donc, troisième volet pour l'analyse des données, c'est de faire un certain nombre de recommandations. On en a déjà fait certaines, mais l'idée, c'est de poursuivre ça et de pouvoir être force de proposition sur un certain nombre auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs, comme des collectivités ou des représentants. Et ensuite, donc du coup, on va aussi, à travers un programme qui s'appelle Atlas 2, donc qui réunit 6 territoires en Bretagne, 6 territoires ruraux, on va faire en sorte de mener ce qu'on pourrait appeler des stress tests alimentaires, c'est-à-dire, et donc il y a notamment 2 îles qui sont présentes dans ce programme, donc Belle-Île-en-Mer ou Bréa par exemple. Et donc, à Belle-Île-en-Mer, l'idée, ce serait de dire, voilà, si on arrête tout approvisionnement de l'île pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire au niveau d'une île, mais aussi comment on peut faire au niveau d'un territoire, si on a une absence d'approvisionnement alimentaire pour continuer à s'alimenter normalement. Donc, il y a peut-être des systèmes de stockage à mettre en place, il y a peut-être des systèmes voilà, de relocalisation de la production. Voilà, il y a tout un tas de réflexions peut-être qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir se mettre en place. Et en fait, il y a une commune en Vendée, c'est Dompierre-sur-Yon, qui a mis dans son projet de sécurité, en fait, tout un volet alimentaire. Et donc, voilà, c'est ce type de peut-être ce type de réflexion qu'on pourrait avoir, comment on peut équiper les collectivités, comme on a des catastrophes naturelles, par exemple, on a des plans de catastrophes naturelles, comment on pourrait intégrer un volet alimentaire dans ces plans de catastrophes pour pallier justement à une grosse crise d'approvisionnement alimentaire. On va aussi poursuivre l'analyse de toutes ces initiatives qui sont nées. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a eu des drives fermiers qui sont nés. Il y a eu des systèmes de paniers qui sont nés. Il y a eu tout un tas d'initiatives qui ont émergé pendant cette période-là. Et on va essayer de les suivre pour pouvoir analyser, déjà, essayer de les qualifier, et puis voir si elles peuvent, comment on peut éventuellement les faire perdurer ou les aider à perdurer. On a aussi, donc du coup, organisé avec 700 participants un forum, donc fin novembre, et du coup, il y avait 700 participants sur une visio, enfin, un système numérisé. Et du coup, ces différentes, on a pu comparer ce qui s'est passé au Brésil ou au Royaume-Uni, ou voilà. Et donc, ça permet aussi de sortir du contexte franco-français et de pouvoir s'inspirer de d'autres expériences. Voilà, donc en pratique, comment ça se traduit actuellement, comment on essaie d'appliquer finalement sur le terrain ces différents enseignements. On a pu, avec certaines collectivités par exemple, essayer déjà de rapprocher les enseignements et de croiser les enseignements au niveau du territoire, qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'un territoire et qu'est-ce qui s'est passé au niveau local. Donc on a, par exemple, on accompagne une communauté d'agglomération près de Paris qui s'appelle la communauté de communes, la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire, ou alors voilà, il y a des collectivités qui avant le confinement avaient mis en place des plans alimentaires et du coup voilà, ils ont voulu relire un peu leurs projets territoriaux et ils ont voulu par exemple sur Brest Métropole la question de l'aide alimentaire était présente mais peu mise en avant, et donc suite à la relecture de
de ce projet alimentaire à la lueur de ce bilan sur la crise sanitaire et économique. Ils ont pu voilà, mettre en avant l'importance de faire une coordination qui existe déjà au niveau de tous les opérateurs de l'aide alimentaire. Et donc, ils ont mis pendant le confinement en place un chèque déjeuner, on va dire ça comme ça, un chèque alimentation pour permettre aux familles qui étaient démunies et qui ne pouvaient pas bénéficier de la cantine puisque la restauration collective était fermée. Et donc, ils ont permis à ces familles d'avoir des chèques alimentation pour pouvoir bénéficier de courses alimentaires. Et donc ensuite, bon, en pratique, du coup, je vous ai déjà évoqué ça. On avait un certain nombre de, on a renforcé en fait l'idée de vraiment essayer de réfléchir à une résilience alimentaire territoriale, ce qu'on appelle la résilience alimentaire territoriale, c'est-à-dire comment un territoire peut s'organiser sur le thème de l'alimentation pour résister à une crise en fait qui interviendrait et comment mettre en place, sans jeu de mots, des ingrédients pour que ce territoire puisse s'alimenter de façon relativement autonome. Voilà. Ensuite, du coup aussi, un des éléments pratiques, c'est que la restauration collective s'étant arrêtée, et il serait possible de réfléchir peut-être à, et donc un certain nombre de collectivités comme par exemple la ville de Rennes ou la ville de Bordeaux, essaient de réfléchir, par exemple à Bordeaux, on est passé de 33 000 repas préparés à 3 000 repas préparés. Et donc comment ces collectivités, donc suite à la fermeture d'un certain nombre de restaurations collectives, donc comment ces restaurations collectives, qui sont des gros équipements, enfin dans les villes que je vous ai citées en tout cas, comment ces équipements peuvent passer peut-être de formules très collectives, donc avec des plats pour un grand nombre, dans des grands conditionnements, à des éléments de conditionnement peut-être plus petits, plus adaptés, peut-être à des personnes âgées, isolées, en temps de crise, par exemple, comme on l'a vu dans le cadre du confinement, où il y a un certain nombre de solidarités qui ont dû s'opérer avec des portions individuelles auprès d'un public plus large. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse donc place aux questions. Bonjour, alors moi c'est pas tant une question sur le résultat d'études, c'est plus... vous avez parlé que pendant la période de confinement, notamment vous avez illustré à travers les chiffres de enfin, je sais plus, de voisins de panier, je crois, qu'ils avaient fortement augmenté leur chiffre d'affaires. Et vous avez évoqué que du coup, ces circuits courts avaient beaucoup augmenté leur chiffre d'affaires pendant la période de confinement. Est-ce que vous savez, vous avez des éléments pour, par rapport à la sortie de confinement et au deuxième confinement, etc. Est-ce que cette tendance a continué? Est-ce que c'est une tendance de fond ou est-ce que pas? Merci. En fait, la tendance a été réduite quand même. Enfin, la tendance qu'on a pu observer, c'est vraiment concentré sur le temps du confinement. Et ensuite, on a vraiment eu une baisse, en fait. On n'est pas revenu à la situation initiale, mais on a eu une baisse quand même assez conséquente. Et on pourrait essayer de voir, c'est justement le travail de suivi des initiatives qu'on va réaliser là dans l'année qui vient, là, pour essayer de voir justement, d'essayer de qualifier précisément comment a évolué après le confinement, après cette grande période exceptionnelle, ces différentes activités. Mais par exemple, pour voisins de panier, pour vous donner une illustration et reprendre l'exemple qu'il y avait, on était avant le confinement, grosso modo, autour de 100-120 paniers. On est passé à peu près à 200 paniers, donc on a pratiquement doublé au niveau pendant le confinement. Et là, maintenant, on est à peu près 140-150 paniers. Bon, pour vous donner, c'est plutôt des chiffres qu'il faut prendre avec
avec la prudence par rapport à cette période un peu, on est quand même encore dans une période un petit peu exceptionnelle, il faut bien le dire. Donc voilà à peu près, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir suivre plusieurs initiatives et de pouvoir capitaliser ces différentes données et de pouvoir dire quelles sont les conditions peut-être qui permettraient de pérenniser ces dynamiques-là. Est-ce que dans la phase suite au confinement, les collectivités et la restauration collective ont repris leurs habitudes d'appro historique ou ont-elles évolué vers des appros privilégiant le local? Alors, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est très difficile de pouvoir préciser ça et de pouvoir justement quantifier ça. Il y a des habitudes qui ont été prises avant et qui ont perduré. Il y a des habitudes voilà, qui ont été prises pendant le confinement, non, puisque la plupart des restaurations collectives étaient fermées. Mais en fait, ça a correspondu avec un calendrier politique particulier, en fait, puisque les élections municipales ont été perturbées par justement le confinement, et donc les équipes nouvelles ont beaucoup mis en avant quand même l'approvisionnement local de la restauration collective, et donc là on devrait voir des effets par rapport plus liés peut-être à ces nouvelles équipes qui se mettent en place que à un reconfinement, mais c'est vraiment lié en fait. Je crois que la prise de conscience en fait qu'on a vu se faire par rapport à cette alimentation a été aussi mobilisée dans la tête des élus, et donc on devrait voir dans les semaines ou les mois à venir en fait des effets très, très forts par rapport à ça. Mais c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Ok, merci. Peut-être une question de mon côté. Le sujet des produits transformés, on est ici avec des transformateurs alimentaires. Est-ce que, on a tous en tête les pénuries au début du premier confinement l'année dernière, est-ce qu'il y a des situations pénuriques qui ont permis à des producteurs locaux de prendre des parts de marché, de changer la donne en fait sur certains marchés des produits alimentaires transformés, ou est-ce qu'il y a des opportunités de ce côté-là pour des producteurs alimentaires? Alors, il y a certains, en fait, il y a par exemple certaines des grandes distributions ou par exemple certaines organisations qui avaient en tête de mettre en place des partenariats, mais ça se faisait pas pour diverses raisons. Et là, ça c'est vraiment, ça a été l'opportunité de le faire en fait, parce qu'il y a eu un défaut d'approvisionnement en fait, d'un certain nombre il y a eu une grosse tension sur un certain nombre de produits. On pense à des produits comme les fraises. Si on prend certaines régions ont été très touchées. On était au printemps, donc du coup la question des fraises. Et donc du coup il y a un certain nombre de gros producteurs qui avaient l'habitude d'exporter en fait ces fraises classiquement, et qui ont pu du coup avoir des opportunités avec des grandes surfaces ou même des transformateurs. Enfin voilà, donc il y a des partenariats qui étaient peut-être dans l'air du temps, mais qui se sont vraiment formalisés à ce moment-là. Après, est-ce qu'ils vont perdurer dans le temps, c'est toujours la question. Il y en a certains qui vont perdurer, qui vont se mettre en œuvre parce qu'ils étaient enracinés peut-être dans des réflexions antécédentes, mais certains vont être juste des effets d'opportunité et on va repartir comme avant. Et je crois que vous m'indiquiez en marge des échanges avant l'atelier tout à l'heure que des sujets comme la farine ont potentiellement été des sujets d'opportunité ou seraient potentiellement des sujets d'opportunité pour des productions locales ou en circuit plus court en tout cas. C'est vrai que la farine, en fait, ça a été, c'est assez rigolo la farine, parce que il y a une forte tension parce que les gens se sont mis à faire des pâtisseries, à faire du pain. C'est vrai que, on a essayé d'expliquer ça et de comprendre pourquoi, en fait, il y avait eu ce rush sur la farine, en fait.
Et symboliquement, le pain, en fait, a peut-être un rôle rassurant, en fait. C'est vrai qu'on était tous un peu en tension psychologique par rapport à ce moment en particulier. Et la pâtisserie, le gâteau, le fait maison, le pain a peut-être un effet rassurant. Alors, est-ce qu'il y a eu des opportunités? Oui, il y a un certain nombre de meuniers qui ont réussi à mobiliser de nouveaux marchés. On aura le témoignage tout à l'heure d'un certain nombre d'opérateurs, donc j'en discutais aussi avec eux, qui ont réussi à bénéficier en fait de cette opportunité vis-à-vis de leurs produits. Donc oui, effectivement, il y a eu des choses qui ont été mobilisées. Okay. On a une question dans le chat, une question de Marc Lemoine qui interviendra d'ailleurs sur le programme d'accompagnement collectif. Le Covid aura-t-il un impact d'accélération sur la restauration collective pour atteindre les objectifs de la loi EGalim pour 2022, donc 20% de bio et 50% d'appro local? Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a un effet de réflexion sur ce point? Alors, le souci, c'est que la plupart des restaurations collectives ont fermé en fait pendant le confinement, et du coup là, il y a encore des difficultés. Enfin, je pense pas aux restaurations scolaires, quoique avec les lycées par exemple, il y a souvent moitié d'effectifs, donc du coup c'est puisqu'il y a des alternances qui peuvent se faire. Les habitudes professionnelles ne sont pas installées en fait dans cette période-là. Il y a énormément de personnes qui travaillent encore, qui font du télétravail, donc du coup les rythmes en fait des restaurations collectives n'ont pas repris le rythme d'avant confinement. Donc c'est très difficile de répondre à comment ça va perdurer et est-ce que ça va être un effet accélérateur ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les restaurations collectives, en tout cas de tout ce qui est restauration scolaire, dépendent énormément des communes, et c'est les communes qui sont opérateurs là-dessus, et on peut observer quand même qu'il y a une très forte attente et il y a une très forte mobilisation des élus là-dessus. Et donc pour prendre l'exemple, on accompagnerait une métropole pour la mise en place de leur réflexion sur la restauration collective, et donc il y a beaucoup de communes qui sont en train de remplir leurs objectifs et qui vont les remplir parce que ils sont vraiment très mobilisés sur cette question-là. Je crois qu'on a une précision dans la loi, ce n'est pas 50% local, mais 50% de produits dits de qualité label. Vous confirmez Oui, donc la loi en 2022, c'est 50% de produits de qualité durable, en fait, dont 20% de bio. Okay. Une question par rapport à la vente par Internet. Je ne sais pas si c'est des éléments que vous avez creusés ou observés. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de producteurs qui se sont lancés dans la vente par Internet. J'ai deux questions à savoir, est-ce que vous l'avez observé, ce développement de vente par Internet des produits alimentaires? Et deuxième question, est-ce qu'il y a eu... je ne sais pas, j'ai entendu parler de Amazon Food ou ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a eu des démarches de vente par Internet en alimentaire qui auraient pris beaucoup de place pendant cette période? Alors oui, il y a énormément d'initiatives, en fait, notamment par rapport à la fermeture des marchés. En fait, lorsqu'on a annoncé la fermeture des marchés, là, fin mars 2020, il y a eu beaucoup de producteurs, de commerçants en fait qui ont mis en place des systèmes de drive en fait finalement, donc où ils donnaient un SMS, où ils mettaient une page réseau social, ou enfin voilà, ils se débrouillaient pour mettre en place voilà, une forme de drive. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives de ce type-là qui sont apparues. Maintenant, d'autres opérateurs comme ceux que vous citez, etc., ont profité effectivement, enfin, de l'opportunité de développer en fait ce type de choses. Donc, bon, il n'y a pas que l'opérateur que vous avez cité, il y en a plein d'autres qui ont mis, qui existaient déjà avant et qui ont développé de façon très importante leur livraison d'alimentation, parce qu'effectivement, et notamment, par exemple,
les grandes surfaces, alors c'est peut-être pas de la livraison à domicile, mais bon, voilà. Par exemple, les drives ont explosé. Les drives c'était pas forcément des produits locaux ou quoi, mais le format drive, en fait, a complètement explosé. En mars, on a vu une revue auprès des AMAP, des grands producteurs qui font des paniers à emporter, etc. Un an après, ils s'y retrouvent toujours parce qu'ils ont vu finalement 6 mois après une chute de leur clientèle, ou est-ce qu'il reste un niveau élevé? Est-ce que vous savez où ils en sont? Est-ce que c'était, je dirais, en fait, un coup d'un temps, ou est-ce que sur le long terme, on voit des gens qui se rapprochent vraiment? Je veux consommer à côté de chez moi, je veux le local, est-ce que vous savez? Alors, un des éléments qui nous a surpris, en fait, c'est que le développement, par exemple, des drives et le développement de tous ces systèmes de paniers que vous citez, etc., ont été un petit peu, enfin, ils ont en commun, en tout cas, une certaine sécurisation sanitaire, en fait, de l'approvisionnement alimentaire. Et ça a été quand même un moteur très fort, en fait, de développement. C'était avant tout comment je peux faire des courses tout en étant en sécurité sanitaire, quoi. C'était vraiment un élément fondamental et très fort qui explique l'engouement, en fait, de toutes ces formes-là, dont tout ce qui est circuit court alimentaire, toutes les formes dont vous parlez. Donc, effectivement, cet aspect de préoccupation sanitaire très fort ayant un petit peu disparu, pas beaucoup, mais ayant un petit peu disparu, du moins dans la tête des gens, enfin, il est toujours présent, hein, le virus circule toujours, enfin, on est toujours dans les mêmes conditions, on est dans des conditions de barrières sanitaires, etc. Mais ayant un petit peu disparu, c'est ce que je disais un petit peu avec Voisin de panier, c'est-à-dire que le curseur ou le moteur par rapport à l'identification de l'origine des produits, de produits locaux, éventuellement de qualité, etc. Ça, c'est un petit peu resté. Mais c'est-à-dire que si je prends l'exemple de Voisin de panier que je disais précédemment, il y a une augmentation, on va dire, de 20-30% peut-être des commandes, quoi. Mais on n'a pas, alors qu'on a eu un doublement plutôt ou même un triplement sur certains types d'activités. Là, voilà, ça a clairement rebaissé, mais ça n'a pas rebaissé au niveau de avant confinement. Merci, Monsieur Berger, merci pour ces réponses et pour la présentation tout à l'heure.